tous. Merci à toutes et à tous d'être venus, de vous être déplacés. Donc moi, on me demande dans 15 minutes, donc a priori déjà j'ai 5 minutes de moins, de vous parler de la fibrose, de l'apport de l'IRM pour la dépister et de ce que ça peut entraîner en termes d'implication dans la prise en charge de la cardiologie du sport. Alors pourquoi rechercher la fibrose? Tout simplement pour éviter ce type de situation. Le but c'est de screener les patients qui sont à risque et grosso modo, en termes de physiopathologie, ce qui avait été démontré par Koumel, c'est que pour avoir une arythmie, notamment une arythmie ventriculaire, il fallait d'une part un substrat, d'où l'intérêt de dépister la fibrose, puisque lorsqu'il y a un substrat à ce moment-là, sur une cicatrice, que ce soit d'infarctus ou sur une myocardite, à ce moment-là, il va y avoir un système de réentrée qui peut favoriser une arythmie. Quand on a ce substrat à ce moment-là, seul, on n'aura pas d'arythmie. Il va falloir avoir un trigger, qui est une extrasystole, qui va être favorisée par une ischémie aiguë, un trouble hydroélectrolytique, une balance au niveau du système neurovégétatif. Et à ce moment-là, avec cette extrasystole, dans un contexte neurovégétatif particulier, on va avoir des variations de période réfractaire absolue et relative. Et à ce moment-là, si tous ces trois paramètres sont conditionnés et sont à un moment donné présents, on va avoir une arythmie ventriculaire. Donc, comment rechercher la fibrose? Bon, vous connaissez les séquences, je serai rapide sur la quantification avec les séquences de rehaussement tardif. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que le produit de contraste, lorsqu'on a un myocarde qui est pathologique, à ce moment-là, on va avoir une rétention du gadolinium, et donc sur des séquences particulières où on aura le myocarde sain qui est totalement avec un signal, sans signal en fait noir. Dès qu'on a une rétention de gadolinium, à ce moment-là, on pourra voir en fait de manière visuelle le rehaussement. Et vous voyez par exemple là, on a un rehaussement au niveau sous-endocardique qui signe en fait une séquelle de nécrose. Actuellement, de plus en plus au niveau des concepts, on a ce concept de cardiopathie interstitielle, puisqu'en fait jusqu'à présent on était focalisé sur le cardiomyocyte, sur la pathologie de la cellule musculaire cardiaque, mais en fait de plus en plus maintenant on parle de l'environnement en fait de la matrice extracellulaire qui est un environnement dynamique et complexe, qui en partie va permettre l'intégrité structurelle, qui va permettre la transmission mécanique, la communication intercellulaire, et lors d'une agression, il va y avoir une réparation par activation des fibroblastes, et cette réparation peut à ce moment-là être délétère lorsqu'on a une agression trop importante, et on peut avoir à ce moment-là une altération du réseau collagène avec une accumulation de fibrose. Dans ces cardiopathies interstitielles, on peut à ce moment-là aussi avoir, dans d'autres pathologies telles l'amylose, un dépôt de protéines étrangères ou une augmentation du volume extracellulaire, notamment dans tout ce qui est myocardite, avec un œdème et une augmentation du volume extracellulaire. Donc en fait, on a maintenant ce nouveau concept de fibrose myocardique, qui est un phénomène qui est fréquent, qui est une accumulation de collagène, qui a entraîné une déformation de l'architecture myocardique, et de nombreux papiers montrent actuellement que c'est corrélé à développement d'insuffisance cardiaque, d'arythmie ou de décès. Le cas extrême, en fait, c'est l'amylose cardiaque. Alors maintenant, on a la possibilité en IRM d'avoir des séquences d'imagerie paramétrique qui vont étudier en fait le temps de repousse au niveau du T1, en termes de T1 mapping qu'on va faire avec des mesures pré- et post-gadolinium, et on va voir à ce moment-là une analyse quantitative de la fibrose avec le calcul du volume extracellulaire. Et donc à ce moment-là, ces séquences, et c'est toutes les études qui sont en cours, c'est de pouvoir avoir une meilleure compréhension du myocarde et du rôle central de l'interstitium, et à ce moment-là faire une dichotomie du myocarde en un phénotype plutôt interstitiel ou cardiomyocytaire, et à ce moment-là pouvoir avoir une meilleure compréhension de la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque et avoir de nouvelles voies thérapeutiques. Alors si on regarde pour ce qui est de la fibrose qui est détectée donc en IRM et la cardiologie du sport, en fait le but ultime c'est d'essayer de screener et de stratifier au mieux les patients qui sont à risque de mort subite. Et donc là en fait on va regarder d'un côté l'athlète et la pathologie, donc on va voir les principales pathologies qui sont concernées et dont on sera confronté régulièrement dans notre pratique de cardiologie du sport, et on verra l'adaptation cardiovasculaire aux conditions de charge. Et donc il y avait Pierre-Laurent qui en a déjà parlé chez l'ultra-endurant avec cette fibrose qui est détectée, et ces concepts par rapport à la fibrillation auriculaire et par rapport à ces dysfonctions VD arythmogènes qui ont été décrites notamment par Laguerche. Alors pour ce qui est du rehaussement tardif dans la cardiopathie hypertrophique, on sait que le rehaussement tardif est un facteur pronostique indépendant de mort subite, quelles que soient les méta-analyses. Donc dans ce papier en fait de Maron dans Circulation, qui étudiait un peu moins de 1300 cardiopathies hypertrophiques qui avaient eu une IRM de manière systématique avec un suivi à 3 ans, on voyait qu'on avait un cut-off de 15% qui était le ratio entre la masse fibrosée et la masse totale myocardique. Et lorsqu'on avait ce cut-off, même chez des patients qui étaient à faible risque sur les scores risques actuellement qu'on a au niveau des guidelines de l'ESC 2014 ou au niveau de l'AHA, à ce moment-là, on doublait le risque de faire une mort subite. Et ce cut-off prédisait l'apparition, en fait, le risque de développer une dysfonction ventriculaire gauche.
C'est pour ça que dans les recommandations, que ce soit celle de 2022 de la prévention de la mort subite en prévention primaire, on voit qu'apparaît en fait ce critère, ce cut-off de 15% en IRM qui à ce moment-là permet d'individualiser une population qui est un sous-groupe qui est plus à risque de mort subite, et à ce moment-là, en classe de 1, on a une indication de mettre un défibrillateur. Et dans les recommandations de 2020 de cardiologie du sport, on voit que dans le texte apparaît, en fait, d'un côté, il souligne le fait que dans les CMH, il y a plus de 70% de ces patients qui ont de la fibrose, mais qu'en fait, on pouvait définir un sous-groupe de patients qui avaient ce cut-off à 15%, qui étaient des patients qui avaient plus de risques en fait, de développer un trouble du rythme ventriculaire et donc plus à risque de faire une mort subite. Des études plus récentes montrent en fait qu'en termes, l'apport en fait que peut avoir le T1 mapping dans la prédiction de la mort subite. Et ce que montrait ce papier de 2021, c'est que le T1 mapping natif et le CV à ce moment-là étaient des facteurs prédictifs de mort subite, que le T1 mapping, les deux paramètres qui ressortaient indépendants prédictifs de mort subite étaient le T1 mapping et les patients qui avaient des troubles du rythme ventriculaire non soutenus. Et ce qui était conclu, c'est que par rapport à cette étude, essayé de voir un petit peu ce que le T1 mapping pouvait apporter aux recommandations actuellement d'évaluation du score du risque, c'est qu'en complément des scores risques des guidelines actuels, le T1 mapping natif pourrait permettre probablement d'incrémenter la prédiction de mort subite. Alors la myocardite, vous savez que l'IRM est un examen vraiment central dans le diagnostic, puisqu'en fait, pour avoir le diagnostic de myocardite, on a les critères de Lake-Lewis qui, en fait, si on arrive à mettre en évidence un œdème en phase aiguë qui montre une composante inflammatoire aiguë sur les séquences de T2 mapping ou de T2, et si en plus on arrive à écarter une origine ischémique, que ce soit sur une anomalie du T1, de l'ECV ou du rehaussement tardif qui sera plutôt surtout non sous-endocardique, à ce moment-là on peut poser le diagnostic. Et sur cette série de plus de 10 ans de suivi donc de patients qui avaient fait des myocardites et qui avaient une biopsie qui était positive, les deux paramètres qui ressortaient comme prédictifs indépendants de mortalité, c'était l'AFEVG et le rehaussement tardif, notamment au niveau de la paroi antéroceptale en intramyocardique. Et donc actuellement dans les recommandations, l'IRM va permettre d'évaluer, donc de faire le diagnostic, d'évaluer le moment où l'athlète va pouvoir reprendre une activité physique. Notamment, il faut qu'il y ait une disparition totale de la composante inflammatoire. Et si on a un patient qui n'a pas de trouble du rythme lors d'une épreuve d'effort, d'un halter de rythme, une récupération de la FEVG et qui est totalement asymptomatique, à ce moment-là, on peut lui proposer de reprendre son activité, si ce n'est qu'un sous-groupe était précisé, un sous-groupe de patients qui avaient malgré tout la persistance à 3 à 6 mois d'un rehaussement tardif. Et en fait, ce qui est montré dans les recommandations, c'est que ces patients ont une cicatrice et donc sont plus à risque d'avoir des troubles du rythme ventriculaire. Et en fait, il y avait une recommandation d'avoir un suivi beaucoup plus rapproché, un suivi annuel. Alors, le prolapsus de la valve mitrale, l'IRM actuellement a une importance dans la mise en évidence de ce qu'on appelle la disjonction annulomitrale. En fait, il y a une zone un petit peu fragilisée entre l'anneau fibreux et la partie musculaire, qui est classiquement au niveau de la paroi inférolatérale. Et ce qu'il a été montré, c'est qu'à ce niveau, il y a des forces de cisaillement. Et si on a dans un prolapsus une disjonction annulomitrale, on a à ce niveau des forces de cisaillement qui vont favoriser le rehaussement tardif, en fait la fibrose à ce niveau. Et ce qui a été démontré, c'est que lorsqu'il y avait dans les prolapsus valvulaires mitraux un rehaussement tardif au niveau de la paroi inférolatérale ou au niveau du muscle papillaire inférieur, à ce moment-là, il y avait plus de risque de mort subite. L'apport de l'IRM cardiaque dans les extrasystoles ventriculaires, classiquement, en fait, on est sur de la clinique, l'analyse morphologique de l'électrocardiogramme, un holter de rythme, une épreuve d'effort maximale. Mais donc ce papier qui faisait l'IRM de manière systématique, en fait, ce qui est important à noter, c'est que 70% des anomalies IRM avaient une échographie transthoracique qui était strictement normale. Donc en fait, l'IRM va permettre à ce moment-là, dès que vous avez une morphologie de l'extrasystole qui est un petit peu atypique, si vous avez le moindre doute sur vos examens, à ce moment-là, allez facilement à l'IRM, ce qui permettra de rectifier les diagnostics et notamment de ne pas passer à côté une CMH, une myocardite, une séquelle de myocardique, une séquelle d'infarctus sous-endocardique qui ne serait pas visible en termes de cinétique au niveau de l'échographie cardiaque. Alors, dans la dysfonction, dans les cardiomyopathies dilatées, il y a plusieurs phénotypes possibles en termes de rehaussement. Donc, ça peut aller donc, du rehaussement sous-épicardique qui pourrait être une séquelle de myocardite, tout ce qui est rehaussement sous-endocardique sur un épisode ischémique qui serait passé inaperçu. Ça peut être vraiment en mode patchy. On peut avoir une
fibrose interstitielle diffuse, où on peut avoir ce qu'on a classiquement fait au niveau de l'insertion VDVG, qui sont des zones un petit peu fragiles, plus fragiles, et à ce niveau, il peut y avoir un stress pariétal, et à ce moment-là, on peut avoir des zones de rehaussement ou un rehaussement intramyocardique au niveau de la paroi antéroseptale. Et il a été montré que le rehaussement tardif au niveau de la paroi antéroseptale en intramyocardique était un facteur prédictif de mort subite. Le T1 mapping dans ce papier montre que le fait de détecter la fibrose interstitielle, à ce moment-là, ça peut être un marqueur pronostique beaucoup plus précoce d'événements cardiovasculaires et donc d'intérêt en fait croissant de ces séquences. Dans les recommandations apparaissent en fait le rehaussement à plus de 20% extensif au niveau du myocarde et montre bien en fait que ça permet de stratifier un sous-groupe de patients qui sont plus à risque. Alors le coronarien, je dirais qu'en fait, en pratique clinique, si vous avez 2 patients coronariens qui ont une fraction d'éjection à plus de 50% et un qui a 0 séquelle d'infarctus en IRM et un second qui a une séquelle de nécrose importante avec plus ou moins du Noriflow, il est certain qu'on est chez un patient qui est plus à risque et à ce moment-là, probablement que dans votre clinique de tous les jours, vous n'allez pas proposer et accepter la même intensité et le même type de compétition à ces 2 types de patients, d'où l'intérêt de l'IRM qui permet de temps en temps de voir même s'il n'y a pas de trouble à cinétique, vous pouvez avoir un rehaussement à peu près à 20-25%, un quart, et vous allez avoir une paroi qui se contracte encore, mais à ce moment-là, il y a quand même une cicatrice, et qui dit cicatrice dit substrat avec risque de mort subite. Alors la fibrose chez l'ultra-endurant, il faut savoir quand même que le débit cardiaque lors de tout ce qui est effort d'endurance, on passe de à peu près, on peut partir de 5 litres à 25-30 litres. Et donc obligatoirement, il y a un stress pariétal, il y a une agression myocardique, il peut y avoir de la fibrose. Et en fait, toutes les séries montrent que chez les athlètes vétérans endurants, il y a une augmentation en fait, de la fibrose à ce niveau. Donc la fibrose, classiquement, en fait, elle se retrouve au niveau de l'insertion VDVG, qui est une zone fragilisée à ce niveau. Ça peut être au niveau de la paroi inférolatérale. On sait que cette paroi, souvent, on la retrouve en fait dans tout ce qui est prolapsus valvulaire mitral, dans tout ce qui est maladie de Fabry, dans la myocardite. C'est souvent une zone en fait qui est concernée par le rehaussement. Mais il faut savoir que dès qu'on va être sur des athlètes vétérans, on peut retrouver classiquement des rehaussements sous-endocardiques sur un épisode ischémique silencieux qui n'aurait pas été détecté. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu la synthèse de ce qui se passe chez les ultra-endurants, grosso modo, ce qu'il est dit, c'est que on a un remodelage harmonieux de ce cœur, on a la présence de rehaussement tardif qui est 10 fois plus importante que chez les groupes contrôle, mais qu'en fait, il n'y a pas de différence en termes de remodelage ventriculaire, de fraction d'éjection et de capacité à l'effort sur les mesures de VO2 qui sont faites. On a, donc dans ce papier, ils disent qu'il y a une discrète tendance à une augmentation du volume extracellulaire, mais qu'on est encore dans des valeurs qui sont normales. Alors, toutes ces techniques d'évaluation de la fibrose et qui permettent en fait d'avoir des études qui sont en cours et qui permettent d'essayer de préciser un petit peu les patients qui sont plus à risque. Alors si on revient un petit peu en arrière avec Hippocrate, qui moins de 400 ans avant nous disait déjà si nous pouvions donner à chaque individu la bonne quantité de nourriture et d'exercice, ni trop peu, ni trop, nous aurions trouvé le moyen le plus sûr d'être en bonne santé. Et donc en fait c'est vrai qu'on a cette grande question, c'est de savoir est-ce que des grosses charges d'entraînement en endurance, est-ce que ça peut entraîner en fait un surrisque avec cette fameuse courbe en J. Et il est vrai que c'est toujours ouvert, il y a beaucoup d'études en cours, notamment avec les nouvelles séquences de T1 mapping dans la fibrillation auriculaire et l'endurance. On sait qu'il y a une dilatation atriale, on sait qu'il y a une hypertonie vagale, mais il y a aussi une fibrose et de plus en plus de papiers mettent en évidence de la fibrose au niveau de l'oreillette et au niveau des ventricules. Et donc à ce moment-là, l'intérêt des études en cours, c'est de savoir si à ce moment-là, il y aura un pronostic et quelque chose qui pourra, d'une part, screener des patients plus à risque de faire de la fibrillation auriculaire et lorsque les gens bénéficient d'une ablation, savoir quels sont les patients qui seraient plus à même de répondre à l'ablation. Pierre Laurent parlait en fait même de certains concepts de développement de pathologies de dysfonction ventriculaire, notamment du ventricule droit, qui est le ventricule qui est le plus à même de subir les conditions de charge. Et donc la question c'est de savoir est-ce que cette pratique d'ultra-endurance peut développer ce type de cardiopathie. En take-home message, première chose, importance du nouveau concept de fibrose interstitielle, donc avec ces séquences de T1 mapping qui permettent maintenant de calculer et de quantifier le volume extracellulaire. Il y a des études en cours dans toutes les pathologies en termes de morbi-mortalité. L'IRM, c'est l'examen incontournable à visée diagnostique, il faut le rappeler, dans toutes les zones frontières du cœur d'athlète avec la pathologie, à ce moment-là, l'IRM peut trancher. C'est à visopronostic avec l'évaluation de la fibrose, avec un challenge, en fait, c'est la stratification du risque rythmique et de mort subite. Chez le vétéran ultra-endurant, on ne fait pas
de manière systématique une IRM chez un patient asymptomatique. On sait qu'on peut retrouver de la fibrose, notamment au niveau de l'insertion VDVG inférieure, qu'il n'y a pas de conséquences cliniques à ce jour. On va surtout recadrer des patients qui en fait, auront fait une séquelle d'infarctus sous-endocardique qui serait passée inaperçue, et il ne faut pas méconnaître la myocardite. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Je ne sais pas si on a encore la réponse, mais c'est le challenge que vous disiez. Par exemple, on peut avoir maintenant, on a beaucoup des cardiopathie congénitale opérées qui arrivent à l'âge adulte, une CIV opérée par exemple. Puis le gars, il veut faire de la boxe en compétition, peut-être être professionnel. Puis il a un peu de fibrose à l'IRM. Est-ce qu'on se dit 15%, on le contre-indique, 5%, 10%? On n'a pas vraiment de valeur de cut-off à partir de... Parce qu'on doit estimer le risque, mais pour l'athlète amateur, c'est un peu plus facile. Mais quand parfois on en a qui veulent vraiment faire de la compétition, à partir de quel degré de fibrose, d'espace extracellulaire, est-ce qu'on doit se dire non, il vaut mieux accompagner en amateur, mais pas en compétition. Je ne sais pas si vous avez des valeurs. Est-ce que quand vous avez plus de 15%, vous dites non ou, Grosso modo, en fait, on reste quand même sur une niche. Moi, nous, on fait des congénitaux adultes. Il est certain que quand on voit les montages, alors le plus fréquent, c'est la tétralogie de Fallot. Il est certain que, je dirais que leur problématique, c'est pas de savoir s'ils vont faire des sports de haute intensité, mais c'est déjà de faire du sport. Parce que grosso modo, pendant des années, on leur a dit qu'il ne fallait pas bouger, qu'il ne fallait rien faire. Et moi, pour les faire en VO2 et pour les faire en IRM, c'est plutôt des patients dont la problématique n'est pas de savoir si on va leur faire faire des sports à haute intensité, mais surtout de pouvoir leur faire faire des sports à intensité modérée, puisqu'ils sont souvent très déconditionnés. Donc, je dirais que la problématique de cette niche de congénitaux, c'est plus de les mettre à même dans une réadaptation et dans leur faire faire des sports à faible intensité ou à risque intermédiaire. Après, le pronostic du rehaussement, les cut-off 15-20%, je dirais que on n'a pas actuellement vraiment de chiffres, et ça, c'était sur des rehaussements qui étaient faits en quantification en fait, visuelle. C'est extrêmement, comment dire, il faut prendre chaque coupe, faire une délimitation, des choses qui sont beaucoup compliquées. L'intérêt en fait des séquences de mapping, c'est peut-être d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus systématisé, beaucoup plus global et automatisé, un peu comme moi je le vois, le mapping, un peu comme le global strain qu'on a en échographie transthoracique en fait, qui permet d'avoir une idée générale, mais à ce jour, on a toutes les études qui sont en cours, donc moi j'ai pas d'informations complémentaires, notamment chez les congénitaux.